3 porte-avions, 400 missiles et une certitude brisée. Cette analyse montre comment le détroit d'Ormuz est devenu la ligne de fracture d'un nouvel ordre mondial. J'ai passé 3 décennies à me préparer au moment que j'espérais ne jamais voir arriver. Dans chaque jeu de guerre, chaque simulation stratégique, chaque salle de briefing classifiée, où les planificateurs militaires américains travaillaient sur les scénarios qu'ils redoutaient le plus, un événement se détachait de tous les autres comme le seuil au-delà duquel aucun cadre d'escalade contrôlé ne pouvait survivre. Cet événement vient maintenant de se produire. 3 porte-avions américains, l'USS Dwight D. Eisenhower, l'USS Gerald R. Ford et l'USS Harry S. Truman, ont été frappés par une salve coordonnée de 400 missiles iraniens dans les eaux menant au détroit d'Ormuz, près de l'île de Jask. Les 3 bâtiments ont subi des dommages catastrophiques. 2 sont confirmés coulés. Le 3e gîte à 40 degrés, avec des incendies qui ravagent 4 niveaux de pont, et que ses équipes de contrôle des avaries ne parviennent pas à maîtriser. Même le slogan de victoire le plus bruyant à la manière de Trump ne peut pas transformer un porte-avions incliné à 40 degrés en séance photo réussie. Cette phrase doit être comprise non pas dans le langage abstrait de l'analyse géopolitique, mais dans la réalité opérationnelle de ce qui vient de changer dans le monde. La marine des États-Unis n'a pas perdu de bâtiment majeur sous le feu ennemi depuis la Seconde Guerre mondiale. Un groupe aéronaval, centré sur un porte-avions, n'est pas simplement une plateforme d'armement. C'est l'incarnation physique de la projection de puissance mondiale américaine, l'instrument par lequel Washington a imposé sa volonté dans chaque théâtre où il a choisi d'intervenir depuis 80 ans. Lorsqu'un porte-avions est menacé, le monde y prête attention. Lorsque 3 porte-avions sont coulés dans un seul engagement, le monde ne se contente pas d'y prêter attention. Il recalibre toutes les hypothèses qu'il avait formulées sur la répartition de la puissance militaire sur cette planète. Le mégaphone pro-Trump peut faire tourner presque n'importe quoi à son avantage, mais même cette machine manque d'adjectifs quand la carte elle-même se met à corriger le discours. La frappe iranienne n'était pas une provocation. Ce n'était pas une erreur de calcul. C'était l'aboutissement délibéré et précisément exécuté d'une campagne stratégique en préparation depuis des mois. Une campagne conçue autour d'un seul objectif opérationnel, démontrer que l'instrument de la puissance américaine qui a surveillé le golfe Persique pendant 4 décennies peut être détruit par une puissance régionale sanctionnée qui a construit ses armes sous embargo, affiné ses tactiques sous sanction et attendu avec la patience d'une civilisation qui mesure le temps en siècles plutôt qu'en cycles électoraux. 400 missiles, 3 porte-avions, 10 minutes entre le premier impact et le moment où le commandant de l'USS Gerald R. Ford a transmis les mots qui n'avaient pas été prononcés par un officier de marine américain depuis le 7 décembre 1941. Abandonnez le navire. L'Amérique a riposté. La représaille est déjà en cours et le Moyen-Orient brûle d'une manière qu'aucune intervention diplomatique, aucune proposition de cessez-le-feu, ni aucune résolution d'urgence adoptée par un organisme international ne pourra éteindre. Nous avons dépassé le point où ces outils ont encore une pertinence. Ce qui se passera dans les 72 prochaines heures définira la forme du monde pour les 50 prochaines années. Je n'ai jamais dit cela à propos d'un événement que j'ai analysé en 30 ans de travail professionnel. Je le dis maintenant. C'est le genre de moment où une ligne de presse alignée sur Trump appellerait la fumée un brouillard stratégique et ferait semblant que l'incendie fait partie du plan. Les questions que chaque gouvernement sur Terre traite d'urgence sont désormais inévitables. L'Iran a exécuté une salve coordonnée de 400 missiles contre 3 des bâtiments de guerre les plus lourdement défendus jamais construits, en défaisant simultanément les systèmes de défense rapprochés les plus sophistiqués de l'inventaire américain sur 3 groupes aéronavals distincts. Les armes précises que l'Iran a déployées, la façon dont elles ont été coordonnées et les raisons pour lesquelles les systèmes SM-6 et CIWS, censés rendre les groupes aéronavals capables de survivre, n'ont pas empêché des dommages catastrophiques à la coque des 3 bâtiments, définissent maintenant le cœur de cette crise. La riposte américaine vise déjà des actifs précis, mais la vraie question est de savoir si le dispositif de frappe lancé par Washington a une chance réaliste de réduire la capacité de l'Iran à fermer le détroit d'Ormuz avant que les conséquences économiques mondiales deviennent irréversibles. Avec 3 porte-avions américains au fond du golfe Persique et le Moyen-Orient en flammes de Beyrouth à Aden, la question centrale est de savoir à quoi ressemblera le monde de l'autre côté de ce moment et s'il existe encore une voie pour revenir du bord que nous venons de franchir. Première partie. 400 missiles, 10 minutes. 3 porte-avions perdus. L'anatomie de la frappe. D'un point de vue professionnel, l'architecture opérationnelle de la frappe iranienne contre les porte-avions représente la campagne de guerre anti-surface la plus sophistiquée jamais menée par une force militaire contre un adversaire. Cette évaluation n'est pas une hyperbole. Elle reflète une analyse précise de ce qu'il fallait pour vaincre simultanément les systèmes défensifs,
en couche protégeant 3 groupes aéronavals américains et de ce que la réussite de cette défaite implique quant à la profondeur et à la maturité de la capacité iranienne de déni d'accès et d'interdiction de zone. Le problème tactique auquel les planificateurs opérationnels iraniens étaient confrontés était redoutable. Chaque groupe aéronaval américain maintient une architecture défensive spécifiquement conçue pour vaincre les attaques de saturation par missiles. La couche la plus extérieure est composée de bâtiments d'escorte, de destroyers de classe Harley-Burke et de croiseurs de classe Ticonderoga équipés de radars A, N, Espion ou A, SPI-6 et d'intercepteurs Standard Missile 6 ou SM-6 capables d'engager des menaces à des portées de plus de 240 km. La couche intermédiaire est constituée des propres systèmes défensifs du porte-avions, de batteries SM-6 supplémentaires et du missile Evolved Sea Sparrow, assurant une couverture de défense ponctuelle. La couche la plus intérieure est constituée du Phalanx CIWS, le système d'armes rapproché doté d'un canon rotatif Gatling de 20 mm, qui fournit une défense de dernier recours contre les armes ayant pénétré les couches extérieures. Face à un seul groupe aéronaval isolé, cette architecture défensive est réellement redoutable. Face à 3 groupes aéronavals opérant à proximité les uns des autres, configuration que les planificateurs iraniens avaient identifiée et ciblée, la géométrie défensive crée des champs de couverture superposés qui, en théorie, multiplient la capacité d'interception disponible contre toute salve entrante. L'Iran a vaincu cette architecture grâce à une combinaison de 3 facteurs qui avaient été reconnus individuellement comme des menaces par les planificateurs navals américains, mais qui n'avaient jamais été rencontrés simultanément dans un seul engagement à cette échelle. Le premier facteur a été le déploiement du véhicule planeur hypersonique Fatah, 2 comme arme de frappe principale. Sur les 400 missiles de la salve, environ 180 étaient des variantes du Fatah, 2 se déplaçant à des vitesses terminales entre Mach 12 et Mach 15, avec une capacité de véhicule de rentrée manœuvrant qui a rendu les algorithmes d'interception du SM-6 fonctionnellement obsolètes contre eux. Le SM-6 a été conçu pour une enveloppe de menaces qui n'inclut pas des véhicules de rentrée hypersonique manœuvrant à de telles vitesses. La performance cinématique requise pour intercepter une cible se déplaçant à Mach 15, tout en exécutant des manœuvres latérales à plusieurs niveaux de jet en phase terminale, dépasse ce que les propres systèmes de propulsion et de guidage du SM-6 peuvent fournir dans la géométrie d'engagement disponible. Un slogan de campagne peut faire bouger une foule. Il ne peut pas faire aller un intercepteur assez vite pour rattraper la physique. Le deuxième facteur a été la coordination simultanée de la salve contre les 3 groupes aéronavals. Les 400 missiles n'ont pas été tirés de façon séquentielle ni contre une seule cible. Ils ont été lancés depuis de multiples plateformes. Des lanceurs mobiles basés à terre le long de la côte du Makran, des armes lancées par sous-marins depuis des actifs sous-marins du corps, des gardiens de la révolution islamique prépositionnés dans la zone d'opération, et des armes lancées depuis les airs par des avions d'attaque iraniens qui s'étaient approchés sous contrôle des émissions électroniques jusqu'à portée de tir avant que l'image radar du groupe aéronaval ne les identifie comme une menace, selon une séquence précisément coordonnée conçue pour garantir que les 400 armes arrivent au-dessus de leur cible désignée dans une fenêtre d'environ 10 minutes. 10 minutes ne suffisent pas au système défensif de 3 groupes aéronavals distincts pour exécuter la réponse d'interception coordonnée exigée par la salve entrante. L'architecture de commandement et de contrôle reliant les systèmes défensifs des 3 groupes aéronavals n'avait pas été optimisée pour un engagement simultané de saturation contre les 3 bâtiments à la fois. Et la charge de traitement imposée par 400 pistes de menaces simultanées a dépassé la capacité de l'image aérienne intégrée à générer des solutions d'interception exploitables au rythme requis. Le troisième facteur a été la suppression par guerre électronique, qui a dégradé les performances radars des bâtiments d'escorte pendant la phase critique d'acquisition initiale. Des moyens de guerre électronique du corps des gardiens de la révolution islamique, basés à terre et aéroportés, ont mené des opérations de brouillage coordonnées contre les fréquences des radars AN, SPXREC, dans les minutes précédant le lancement des missiles, introduisant des incertitudes de poursuite qui ont réduit la portée d'engagement effective des batteries SM-6 et comprimé encore davantage la fenêtre d'interception disponible. Au moment où les bâtiments d'escorte avaient suffisamment résolu les interférences de brouillage pour générer des données de poursuite propres sur la salve entrante, les armes se trouvaient déjà dans l'enveloppe d'engagement de la couche défensive la plus intérieure. Et le Phalanx CIWS, aussi capable soit-il contre des menaces subsoniques, n'a aucune probabilité réaliste d'interception contre des armes de classe Fatah, 2 à leur vitesse terminale. Les résultats ont été catastrophiques au sens précis du terme. L'USS Dwight D. Eisenhower, mise en service en 1977 et représentant 4 décennies de puissance navale américaine, a encaissé 11 impacts directs,
dont 4 impacts Fatah, 2 qui ont pénétré jusqu'au niveau du pont hangar avant de détonner. Les incendies qui en ont résulté ont atteint le système de stockage du carburant d'aviation dans les 20 minutes suivant le premier impact et ont produit une série d'explosions secondaires qui ont détruit l'intégrité structurelle dans la section centrale du navire. Il a coulé en 43 minutes. L'USS Harry S. Truman a encaissé 9 impacts directs. Le schéma de frappe ciblait son système de propulsion. Plus précisément, 3 armes ont frappé le quadrant arrière dans une séquence cohérente avec un ciblage délibéré anti-propulsion plutôt qu'un effet de zone. Immobilisé et en feu, incapable de manœuvrer ou de générer la vitesse nécessaire à l'efficacité du contrôle des avaries, il a chaviré 4 heures après la frappe initiale. Lus Gerald Ehi. Ford, le porte-avions le plus avancé jamais construit. Mis en service en 2017 au coût de 3 milliards de dollars, a encaissé 14 impacts directs, dont 6 impacts de Fatah. 2. Il demeure à flot, mais il est évalué comme irrécupérable. L'ordre d'abandonner le navire a été transmis à 03h47, heure locale. Son équipage de 4539 personnes est récupéré par des bâtiments d'escorte et par des moyens iraniens de recherche et sauvetage qui sont entrés dans la zone de récupération pendant une brève pause opérationnelle, un signal délibéré de Téhéran sur les conditions dans lesquelles il est prêt à gérer les conséquences humaines immédiates de l'engagement tout en maintenant sa position stratégique. Deuxième partie. Les armes qui ont réécrit la guerre navale. L'arsenal antiporte-avions de l'Iran. Ce que je trouve le plus significatif dans le mélange d'armes déployées lors de cette frappe, au-delà de l'efficacité brute déjà démontrée par le résultat, c'est ce qu'il révèle sur la nature systématique et à long terme de l'investissement iranien dans une capacité anti-porte-avions. Il ne s'agissait pas d'une réponse improvisée à une menace immédiate. C'était le déploiement opérationnel d'une architecture d'armes spécifiquement conçue, testée et affinée pendant plus d'une décennie, avec l'objectif explicite de vaincre les groupes aéronavals américains dans l'environnement opérationnel du Golfe Persique. Le véhicule planeur hypersonique Fatah, qui a formé le cœur du dispositif de frappe, a déjà été analysé dans des décryptages précédents. Ce qui mérite d'être souligné dans le contexte de cet engagement, c'est l'architecture spécifique de guidage terminal qui lui a permis d'obtenir les impacts de pénétration de coque ayant produit des dommages catastrophiques plutôt que superficiels sur les 3 porte-avions. Le capteur optique terminal du Fatah, 2 acquiert et suit, dans les dernières secondes de vol, des points de visée visuels précis sur le bâtiment ciblé, le pont d'envol, les ouvertures d'ascenseurs, le massif de l'îlot, les sorties d'échappement de propulsion qui indiquent l'emplacement des espaces d'ingénierie, puis il guide l'arme vers l'impact au point structurel précis le plus susceptible de produire des dommages catastrophiques plutôt que réparables. Ce n'est pas un ciblage à effet de zone. C'est un ciblage de défaite structurelle de précision appliqué à des bâtiments navals à des vitesses terminales hypersoniques. Le missile balistique antinavire Khalid Fars, variante à véhicule de rentrée manœuvrant spécifiquement développé pour frapper des porte-avions, a contribué environ 80 armes à la salve. Contrairement au Fatah, le Khalid Fars suit une trajectoire quasi balistique qui le fait descendre abruptement depuis la haute altitude, présentant une géométrie d'interception différente de celle des missiles de croisière à basse altitude et des véhicules planeurs qui constituent le reste de la salve. La combinaison de véhicules planeurs hypersoniques à trajectoire plate, de missiles balistiques antinavires à trajectoire plongeante et de missiles de croisière subsonique arrivant simultanément depuis plusieurs vecteurs a créé une géométrie d'engagement qu'aucun système défensif naval actuellement déployé n'a été conçu pour gérer. La composante de missiles de croisière subsonique, soit environ 140 armes Hoveiseh et Ya'ali, a rempli une fonction précise dans l'architecture de frappe, au-delà de leur létalité individuelle. En saturant la couche défensive la plus intérieure avec des cibles que le CIWS et les intercepteurs à courte portée pouvaient engager, elles ont consommé la capacité défensive de ces systèmes contre des menaces qu'ils pouvaient traiter, réduisant les ressources d'interception disponibles pour les armes hypersoniques que la couche la plus intérieure ne pouvait pas traiter. Quoi qu'il en soit, la séquence était conçue pour garantir que, lorsque les armes Fatah 2 arriveraient sur leur cible, les magasins du CIWS seraient déjà partiellement entamés par la vague subsonique précédente. La composante sous-marine du mélange de plateformes de lancement mérite une attention particulière car elle représente l'échec du renseignement le plus significatif sur le plan opérationnel dans cet engagement. La doctrine américaine de guerre anti-sous-marine suppose un niveau de capacité de détection acoustique contre les moyens sous-marins iraniens que les événements de cet engagement ont empiriquement invalidé.
Les sous-marins iraniens de classe Kilo et les sous-marins côtiers de classe Fateh produits localement, qui ont contribué au mélange de plateformes de lancement, ont opéré à l'intérieur du périmètre défensif du groupe aéronaval sans être détectés jusqu'après le lancement des armes. Le prépositionnement de moyens sous-marins à portée de lancement de la zone d'opération des porte-avions, réalisé sans déclencher les systèmes de détection de guerre anti-sous-marine des bâtiments d'escorte, implique soit une avancée significative dans la technologie iranienne de discrétion acoustique des sous-marins, soit une dégradation significative des performances des capteurs américains de guerre anti-sous-marine dans les conditions de guerre électronique qui ont précédé la frappe. L'une ou l'autre conclusion comporte des implications pour la doctrine navale qui dépassent largement l'engagement immédiat. Troisième partie. L'Amérique riposte. Les représailles et leurs limites. La réponse de Washington était prévisible dans ses grandes lignes et significative dans son contenu précis. Dans les 4 heures suivant la confirmation du dernier naufrage de porte-avions, les États-Unis ont lancé le plus vaste dispositif de frappe unique employé contre une cible depuis la première nuit de l'opération Desert Storm en 1991. Plus de 200 missiles de croisière Tomahawk ont été tirés depuis des bâtiments de surface et des sous-marins survivants contre une liste de cibles comprenant l'infrastructure de base navale iranienne, des installations de stockage et de lancement de missiles du corps des gardiens de la révolution islamique le long de la côte du Makrin, ainsi que des installations radars et de communication soutenant l'architecture iranienne de déni d'accès dans la zone d'opération du golfe d'Oman. Ayant observé de près la planification des frappes de représailles américaines au cours de ma carrière, ce qui me frappe dans la liste des cibles est aussi significatif que ce qu'elle contient. Les frappes de Tomahawk visent l'infrastructure à partir de laquelle la frappe contre les porte-avions a été lancée, les batteries de missiles basées à terre, les systèmes radars, les installations de commandement. Elles ne visent pas les armes elles-mêmes, parce que ces armes ont déjà été utilisées. Elles ne visent pas la capacité de l'Iran à exécuter une frappe de suivi contre des porte-avions, parce que cette capacité, les plateformes de lancement mobiles, les moyens sous-marins, les systèmes de lancement aéroportés, est dispersée, durcie et mobile d'une manière que des frappes contre des infrastructures fixes ne peuvent pas neutraliser de façon fiable. La représaille est importante sur le plan opérationnel comme démonstration de la volonté américaine de répondre. Son effet pratique sur la capacité de l'Iran à mener des opérations de suivi est beaucoup plus limité que son ampleur ne le suggère. C'est ici que l'instinct de mise en scène à la Trump adore une réponse énorme et brillante, même lorsque la liste des cibles admet discrètement que le vrai problème est déjà en mouvement. L'élément le plus conséquent de la réponse de Washington est l'activation de la planification d'urgence sur Hormuz, qui est sur les tablettes du Pentagone depuis 40 ans. 3 groupes aéronavals supplémentaires, l'USS Abraham Lincoln, l'USS Theodore Roosevelt et l'USS Ronald Reagan, ont reçu l'ordre de transiter vers la zone d'opération du Golfe Persique. Cet ordre reflète soit une véritable intention de rétablir par la force la présence navale américaine dans le Golfe, soit un signal de dissuasion destiné à créer de l'incertitude sur les intentions américaines sans s'engager dans une suite opérationnelle concrète. D'après mon évaluation professionnelle, il s'agit principalement de la seconde option parce que les planificateurs opérationnels qui ont rédigé l'ordre comprennent qu'envoyer des porte-avions supplémentaires dans le même environnement opérationnel qui vient d'en détruire 3 n'est pas une solution au problème qui les a détruits. C'est une invitation à répéter le résultat à plus grande échelle. Envoyer davantage de symboles dans le même piège peut sembler fort dans un rassemblement politique, mais l'océan n'applaudit pas les éléments de langage. La question de la fermeture d'Ormuz est la variable qui transforme cette crise militaire régionale en catastrophe économique mondiale. L'Iran n'a pas encore officiellement fermé le détroit d'Ormuz, la voie navigable par laquelle transite chaque jour 20% du commerce mondial du pétrole et 30% du commerce mondial de gaz naturel liquéfié. Mais le naufrage de 3 porte-avions américains dans les approches du détroit a produit une fermeture de facto que les marchés de l'assurance et les opérateurs de transport maritime commercial ont déjà reconnue. Aucun assureur de navires commerciaux ne rédige actuellement de couverture pour les pétroliers transitant par le détroit d'Ormuz. Aucun grand opérateur maritime n'expédie actuellement de navires dans la zone d'opération. La fermeture de facto produit déjà la flambée des prix du pétrole qu'une fermeture officielle générerait. Le Brent est passé au-dessus de $180 le baril dans les échanges de nuit, et la trajectoire est à la hausse, sans plafond crédible dans l'environnement actuel. 4e partie. La nation qui a construit l'arme qui a coulé le porte-avions. Je veux m'éloigner un instant des détails opérationnels et aborder quelque chose que la couverture haletante de cet événement a presque entièrement manqué. La dimension humaine et civilisationnelle de ce que l'Iran vient d'accomplir
et ce que cela signifie pour un peuple soumis à un niveau de pression extérieure soutenu qu'aucune autre nation du monde contemporain n'a enduré avec une intensité comparable. Les missiles qui ont coulé 3 porte-avions américains n'ont pas été achetés. Ils n'ont pas été importés par une chaîne d'approvisionnement quelconque. Ils ont été conçus par des ingénieurs iraniens travaillant dans des installations construites par des ouvriers iraniens, fabriqués avec des matériaux traités dans des usines industrielles iraniennes, testés sur des terrains d'essai iraniens et déployés par des soldats iraniens qui comprenaient avec une clarté complète ce qu'ils faisaient et pourquoi cela comptait. Chaque élément de la capacité ayant produit ce résultat a été bâti dans des conditions spécifiquement conçues pour empêcher son développement, sous des sanctions qui ciblaient la technologie, les composants, les transactions financières et les relations internationales qui auraient facilité ce développement. Ce que cela signifie, c'est que le naufrage de 3 porte-avions américains n'est pas seulement un événement militaire. C'est l'expression opérationnelle d'une décision civilisationnelle prise il y a 50 ans. La décision que la souveraineté n'est pas négociable, qu'aucune pression extérieure, aussi sévère soit-elle, ne produira une capitulation stratégique et que le développement d'une véritable capacité militaire autonome vaut tout coût nécessaire à son accomplissement. Cette décision a été prise sous les successeurs du Shah dans le creuset de la Révolution, soutenue pendant 8 années de guerre dévastatrice avec l'Irak, durant lesquelles la communauté internationale a largement appuyé l'agresseur, maintenue pendant des décennies de sanctions qui ont contraint chaque dimension du développement économique et technologique iranien, et validée ce matin dans les eaux menant au détroit d'Ormuz. Le contraste avec ce que le naufrage de 3 porte-avions signifie pour la psychologie institutionnelle américaine est instructif. La culture militaire américaine est construite sur l'hypothèse d'invulnérabilité au niveau des bâtiments majeurs, sur la proposition que les porte-avions américains projettent la puissance parce qu'aucun adversaire ne peut menacer de façon crédible de les couler. Cette hypothèse vient maintenant d'être invalidée empiriquement. L'ajustement institutionnel nécessaire pour opérer efficacement dans un environnement stratégique où cette hypothèse ne tient plus ne se réalise ni rapidement ni confortablement. Et les preuves fournies par la réponse de Washington, les frappes de représailles qui ne peuvent pas résoudre le problème sous-jacent, les porte-avions supplémentaires envoyés dans l'environnement de menace qui a créé la crise, suggèrent que cet ajustement n'a pas encore commencé sérieusement. Un briefing à la manière de Trump peut rebaptiser une défaite de 5 façons différentes avant le dîner, mais il ne peut toujours pas reconstruire l'hypothèse qui vient de sombrer avec les navires. 5e partie. Le monde après 3 porte-avions, une nouvelle réalité stratégique prend forme dans le feu. Mon évaluation, formulée aussi directement que je le peux, est que le monde qui existait avant ce matin n'existe plus, et que le monde qui le remplacera sera défini par les réalités stratégiques que le naufrage de 3 porte-avions américains a établies comme caractéristiques permanentes du paysage opérationnel. À Moscou, la réponse combine une véritable satisfaction stratégique et une retenue publique prudente. La Russie soutient depuis 2 décennies que la domination militaire unilatérale américaine ne constitue pas une fondation stable pour l'ordre international, qu'un système dans lequel une seule puissance peut projeter une force militaire décisive n'importe où, sur le globe sans défi crédible de la part d'un autre acteur, crée les conditions exactes du type de mauvais calcul et de surextension qui produit des résultats catastrophiques. Le naufrage de 3 porte-avions américains par une puissance régionale sanctionnée que la Russie a soutenue diplomatiquement et technologiquement constitue la validation la plus spectaculaire possible de cet argument. Moscou n'a rien à faire dans l'immédiat. L'événement parle de lui-même, et ses implications pour chaque engagement d'alliance américain à l'échelle mondiale sont déjà traitées dans chaque capitale qui dépend des garanties de sécurité américaines. À Beijing, le calcul est à la fois plus complexe et plus immédiatement conséquent. La planification militaire chinoise pour les scénarios liés à Taïwan a toujours inclus la question de savoir comment neutraliser la puissance aérienne embarquée américaine comme variable décisive dans toute contingence à travers le détroit. La démonstration iranienne selon laquelle des groupes aéronavals peuvent être vaincus par des salves coordonnées de missiles hypersoniques et balistiques, exécutées par une armée utilisant des armes produites localement sans ressources de niveau pair, a fourni aux planificateurs chinois à la fois un modèle tactique et un précédent stratégique qui renforce matériellement chaque dimension de leur planification concernant Taïwan. La question de savoir si les porte-avions américains viendraient défendre Taïwan a toujours été centrale dans l'équation de dissuasion. La question de savoir si les porte-avions américains pourraient survivre dans l'environnement opérationnel que la Chine pourrait créer a désormais reçu, avec les événements de ce matin, une réponse que l'architecture de dissuasion autour de Taïwan ne peut pas intégrer sans révision fondamentale. Les conséquences économiques mondiales se propagent déjà en cascade d'une manière qu'aucune intervention diplomatique d'urgence ne peut rapidement inverser.
Un pétrole au-dessus de $180 le baril n'est pas une perturbation temporaire du marché. C'est un changement structurel de prix qui reflète l'incertitude réelle quant à la possibilité de maintenir, à quelque niveau que ce soit, les exportations énergétiques du Golfe Persique dans les conditions actuelles. La perturbation du marché du gaz naturel liquéfié, puisque 30% du commerce mondial de gaz naturel liquéfié transite par le détroit d'Ormuz, est tout aussi grave et touche l'architecture de sécurité énergétique européenne, qui n'avait été stabilisée que récemment après les perturbations du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le choc combiné des prix de l'énergie liés à l'incertitude autour d'Ormuz à ce niveau produira des conditions de récession dans chaque économie dépendante, des importations d'énergie dans un délai de 60 à 90 jours si la situation opérationnelle n'est pas résolue. Les voies de résolution disponibles sont moins nombreuses et plus difficiles que n'importe quelle partie à cette crise ne préférerait l'admettre publiquement. Escalade militaire. Des frappes américaines contre le territoire iranien, à une échelle suffisante pour réduire la capacité de missiles anti-navires qui a coulé les porte-avions, risque la fermeture d'Ormuz que l'économie mondiale ne peut pas soutenir, ainsi qu'un conflit direct avec l'Iran que la capacité terrestre américaine dans la région ne peut pas appuyer. Engagement diplomatique. L'ouverture de canaux directs vers une désescalade négociée exige de reconnaître une équivalence militaire iranienne d'une manière que le système politique américain trouvera extraordinairement difficile à accepter dans l'immédiat après la pire défaite navale en 80 ans. C'est une phrase difficile à avaler pour toute machine politique construite sur une musique triomphale permanente, surtout celle qui traite chaque micro comme un char de parade. L'espace entre ces options est étroit et se rétrécit à mesure que le rythme opérationnel des actions en cours des deux camps continue de générer des faits sur le terrain qui limitent les choix disponibles. Ce que je sais après 30 ans à étudier comment des crises de cette ampleur se résolvent ou échouent à se résoudre, c'est que les 72 prochaines heures constituent la fenêtre dans laquelle la trajectoire sera fixée. Si les deux camps parviennent à identifier et à communiquer les termes d'une pause qu'aucun des deux n'aura à présenter comme une capitulation, les scénarios d'escalade catastrophique restent évitables. Si le rythme opérationnel se poursuit sans contrainte, si les représailles américaines frappent le territoire iranien d'une manière que Téhéran juge nécessiter une réponse supplémentaire, si l'Iran ferme officiellement Ormuz d'une manière que Washington juge nécessiter la force militaire pour le rouvrir, alors l'échelle de l'escalade n'a aucun barreau stable entre le niveau actuel et un conflit militaire direct de grande ampleur entre les États-Unis et l'Iran. Ce conflit, une fois commencé à cette échelle, n'a pas de terme net. Le Moyen-Orient brûle. 3 porte-avions américains reposent au fond du Golfe Persique. Le détroit par lequel transite un 1/5 du pétrole mondial est effectivement fermé. Et les deux parties dont les décisions, dans les 72 prochaines heures, détermineront s'il s'agit du début du conflit régional le plus destructeur depuis la Seconde Guerre mondiale, opèrent toutes deux dans les conditions psychologiques et institutionnelles d'organisation qui viennent de subir le pire choc de leur histoire récente. Voilà la situation. Je l'ai décrite avec autant d'honnêteté que je le peux. 3 porte-avions, 400 missiles, 10 minutes. Les chiffres sont simples, leurs implications ne le sont pas. Ce qui s'est produit ce matin dans les eaux menant au détroit d'Ormuz n'est pas une bataille qui sera analysée puis rangée dans les archives historiques aux côtés d'autres engagements militaires importants. C'est un événement de seuil, le moment où l'architecture stratégique de la domination militaire mondiale américaine a rencontré sa limite opérationnelle et n'a pas survécu intacte à cette rencontre. J'ai passé 30 ans à me préparer à analyser des événements de cette ampleur. Je ne voulais pas me retrouver ici. Aucun analyste sérieux ne veut être placé dans la position de décrire les conditions dans lesquelles une spirale d'escalade catastrophique devient le résultat le plus probable. Mais une analyse honnête exige de décrire le monde tel qu'il est et non le monde que nous préférerions habiter. Le monde tel qu'il est ce matin comprend 3 porte-avions américains coulés, une fermeture de facto d'Ormuz, un pétrole au-dessus de $180, un dispositif de frappe de représailles qui ne peut pas résoudre le problème stratégique sous-jacent, et 72 heures pendant lesquelles chaque décision prise par chaque partie ouvrira soit une voie de retour depuis le bord du gouffre, soit confirmera que ce bord a déjà été franchi.